Bienvenue pour un nouveau Maestrix qui cette fois s'inscrit dans le Learning Planet Festival et donc qui sera autour des solutions digitales responsables. Donc aujourd'hui on accueille Alexandre pour nous parler un peu de son expérience au sein de Réseau Entourage. Et donc je vais commencer par vous présenter d'abord qui je suis. Donc moi je suis Shana, responsable communication chez Maestro. Et j'anime aussi les événements produits que sont les Maestrix, qui servent à acculturer et à vulgariser les notions autour du produit, de la tech et des autres disciplines. Et ces Maestrix sont orchestrés par Maestro, dont je parlerai un peu tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Donc, si vous pouviez nous dire un peu dans quel secteur vous évoluez, si vous êtes PM, designer ou autre, dans les commentaires, pour savoir un peu qui on a avec nous aujourd'hui. Et aussi, n'hésitez pas à mettre la raison de votre venue aujourd'hui. Ce sera toujours intéressant pour orienter un peu le live. Et donc, pour vous faire un petit topo sur Maestro, donc Maestro, c'est l'école du produit et de la tech, avec plusieurs programmes. Notre programme un peu phare, c'est bien sûr celui de Product Manager, qu'on a qu'on a en format présentiel, donc intensive, et en format en ligne, cours du soir. Et notamment, si tous les sujets un peu liés aux produits responsables vous intéressent, sachez que dans ce programme-là, donc de Product Manager, cette formation, on a une session dédiée aux produits responsables. Et à côté, on a aussi une masterclass d'une journée qui est dédiée aux produits responsables avec des ateliers, des retours d'expérience et bien plus encore. Et après, on a aussi des formations en no-code, en tech et en design. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse les dates ici. Et n'hésitez pas à contacter Osvan, qui est notre admission manager et qui saura répondre à toutes vos questions si vous en avez sur les différents programmes. Et avant de laisser la parole à Alexandre pour qu'il puisse se présenter et qu'il présente aussi Réseau Entourage, je vais vous donner un peu nos prochains rendez-vous. Donc, si vous souhaitez nous retrouver et reparticiper à ce genre d'événements que sont les Maestrix, n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur notre groupe Meetup, à nous rejoindre sur LinkedIn également. On est très présent et actif et on communique autour des updates de la communauté, des participants et de tout l'univers en fait lié aux produits. Et après, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur nos formations, sur nous, sur les contenus qu'on a déjà fait auparavant, n'hésitez pas à aller sur notre site joinmaestro.co. Et maintenant, Alexandre, je vais te laisser la parole. Tu es un peu la star du jour. Donc, présente-toi. Qui es-tu? Ouais. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir d'intervenir aujourd'hui pour parler notamment d'entourage. Donc, moi, je suis Alexandre Mac, le directeur produit du réseau Entourage. J'ai rejoint l'asso il y a 1 an et demi. Et en fait, Réseau Entourage, c'est une asso. Et avant ça, j'étais plus dans le privé. J'ai fait pas mal de produits chez Groupe Se Loger pendant 5 ans. J'ai fait du B2B là-bas. Et mes clients, mes utilisateurs, c'était des agences immobilières pour lesquelles on développait un back-office pour qu'ils puissent publier des offres, suivre leurs stats, etc. Ok. Et juste pour vous, comment dire, pour vous présenter un peu le cheminement, à la fin de mon aventure là chez Groupe Se Loger, je me suis vraiment posé des questions de est-ce que j'ai vraiment encore envie de continuer à travailler dans le secteur privé pour des agences IMO, etc. Dans le sens où j'avais vraiment, à ce moment-là, l'envie d'avoir, maintenant aujourd'hui c'est un très grand mot de se dire, donner du sens un peu à mon job, avoir de l'impact, etc. Et à cette époque-là, j'ai fait la rencontre d'Entourage lors d'une conf produit qui m'avait énormément marqué. Et à l'issue de ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux plus rester chez Groupe Se Loger, il faut que j'aille bosser dans une asso parce que pour moi, j'étais vachement en lien avec les valeurs et la mission d'une asso en général, mais notamment celle d'Entourage. Mais problème à l'époque, c'était que le produit en tant que tel n'existait pas trop, n'était pas hyper développé dans le secteur associatif. Et au final, j'étais un peu à un croisement entre me dire, est-ce que je change de métier complètement pour faire de l'associatif? Et du coup, ça voulait dire me reformer, ça voulait dire aussi, en réalité, gagner un peu moins d'argent, etc. Ou faire un move un peu plus intermédiaire. Et c'est ce que j'ai fait en rejoignant donc Back Market, donc une entreprise avec
une mission et des valeurs qui répondent à des enjeux sociétals. C'est pour ça que j'ai rejoint Back Market et j'y ai travaillé pendant 1 an et demi sur plus du coup sur du B2C, donc la navigation sur les différents sites de l'entreprise. Et là, un beau jour a popé dans ma boîte mail l'offre d'Entourage qui recherchait son directeur produit. Et c'était un peu mon rêve. Enfin, j'y croyais pas trop. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et voilà, ça fait 1 an et demi que je suis chez Entourage. Trop bien. Bah, N'hésite super. pas à me couper si je parle trop. Non, non, du tout. Bah, c'était très intéressant d'avoir un peu ton parcours et l'acheminement et pourquoi bah, du coup tu t'es dirigé vers d'abord Back Market puis ensuite Réseau Entourage. Mm. Un peu ce déclic. Et donc maintenant, bah, on va passer au sujet du jour. Donc je vais arrêter le partage et on va commencer les questions. Alors, donc bah, tout d'abord pour mettre un peu le contexte, est-ce que tu pourrais un peu nous dire, enfin nous décrire avec tes propres mots, selon toi, ce qu'est une solution digitale responsable? Mm. Alors, c'est assez vaste, effectivement, une solution digitale responsable pour moi. Et pour un petit peu schématiser, il y a deux axes. Le premier, c'est avoir un impact sur l'environnement, sur la planète. Et ça, notamment, ça, ça rejoint des questions d'éco-conception. Et ensuite, il y a l'axe un peu plus humain sur avoir un impact positif sur les humains en tant qu'acteurs de la société. Et nous, ce qu'on fait chez Entourage, à proprement parler, vient répondre à ce deuxième axe de comment est-ce qu'on réduit un peu les inégalités sociales dans la société. Trop bien. Et donc ça découle un peu sur la deuxième question. Donc en quoi consiste un peu l'éco-conception Mm. pour un peu remettre au clair. Donc éco-conception, quand on parle de ça, c'est plutôt revoir tout ce qui est donc consommation de données, limiter les dark patterns. Oh, j'ai du mal avec l'anglais, hein. Qui sont un peu, bah, par exemple, les pop-up qui prennent toute la page, les vidéos qui se lancent d'un coup, un Mm. peu comme Marmiton fait souvent. Et tous ces petits trucs un peu pardon, qui interfèrent avec l'expérience utilisateur et qui en même temps alourdissent le site, l'application, la plateforme, et donc qui consomment davantage. Et bah, social, ça tu l'as très bien dit, c'est pour limiter un peu bah, les inégalités qu'il y a. Et du coup, ça me fait penser à une question qui est bah, quelles sont un peu les grandes différences entre les étapes de création d'une solution qui est responsable vs une qui ne l'est pas? Est-ce qu'il faut plus de réflexion, de ressources Ouais. Attends, je me permets quand même de rebondir sur ce que tu viens de dire parce Oui, que bien sûr, vas-y, ouais, vas-y. c'est hyper intéressant quelque part. En tout cas, pour notre cas, c'est pas quand on parle de solutions digitales responsables, c'est pas tant soit l'un soit l'autre. On a évidemment notre cœur de métier, c'est quand même le côté enjeu Oui, de société, quoi. Mais notamment, et on n'est pas du tout encore dans des sujets d'éco-conception, malheureusement, on aimerait beaucoup, mais quand même, on se veut être une social tech responsable. C'est-à-dire que tout ce qui est dark pattern, comme tu le dis, moi, mm. c'est un peu de mal avec l'anglais. C'est euh, compliqué ce mot. c'est des choses qu'on évite de faire et ça rentre vraiment dans notre réflexion quand on développe le produit de se dire, euh, je dis n'importe quoi, enfin je dis pas vraiment n'importe quoi, mais quand il s'agit de se poser la question de à quel moment il faut balancer des notifs à l'utilisateur, on y réfléchit vraiment à 3 ou 4 fois avant de le faire parce que notre but, c'est pas de faire en sorte que juste l'utilisateur vienne ou qu'il nous déteste. Tu vois. On fait vraiment attention à ce que l'usage du produit soit responsable et positif. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'après, oui, ces deux notions aussi se complètent assez Ouais. bien. Enfin, l'une ne va pas forcément sans l'autre et elles sont toujours un peu, elles se suivent toujours. Donc oui, c'est vrai que les deux se rejoignent pas mal. Et Pardon, pour répondre ouais. vraiment à ta question cette fois-ci sur est-ce que ça prend plus de temps, je crois, de développer une C'est solution. ça. Enfin, quelles sont les différences entre une solution qui est responsable versus une qui ne l'est pas? Et s'il faut plus de réflexion ou de ressources. Hmm. Bah, déjà, au-delà de savoir si c'est responsable ou pas, le fait que nous, on bosse dans une structure associative,
implique que, effectivement, en termes de ressources, on est moins bien pourvu qu'une entreprise Mm. privée. Typiquement, côté produit, nous, on a 2 PM pour 2 sites, une application mobile et côté dev, pareil, on n'a pas beaucoup plus de dev. Donc déjà, en termes de ressources, voilà, on est plus limité. Et ensuite, toujours par rapport à la structure associative, il y a aussi une notion de culture digitale des équipes ou quand on est dans une startup classique, bah, toutes les équipes ont ce vernis, on va dire, un peu tech, un peu digital, un peu startup, etc. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans une structure associative telle que Entourage. C'est marrant parce que les personnes sont assez jeunes, mais quand je leur parle de sprint planning ou de refinement, parfois elles sont un peu paumées, quoi. Donc ouais, il y a aussi ce vernis-là qu'il faut mettre et quelque part ça rejoint le côté de comment est-ce qu'on acculture l'organisation sur une philosophie un peu digitale, tech, etc. Donc ça, c'est lié vraiment à la structure. Et ensuite, il y a pour moi un deuxième point qui est plus lié à l'utilisateur en tant que tel, où chez nous, c'est assez particulier. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais on adresse notamment des personnes en situation de précarité, donc des situations en situation de rue, des sans domicile fixe, etc., et qui sont hyper éloignées, pour le coup, de la culture digitale. Mm. L'usage d'une appli, l'usage d'un smartphone ou autre, peut être assez compliqué. Et par rapport à eux, il y a aussi une difficulté qui est liée à comment est-ce qu'on arrive à les toucher, à quel moment on peut aller les solliciter, comment est-ce qu'on peut les interroger, etc. Donc vraiment, il y a une forte question autour de ça, d'aller à la rencontre de quelque part de nos utilisateurs finaux. Et après, donc ça c'était pour le côté bénéficiaire, enfin ce que nous on appelle bénéficiaire, à savoir les personnes en situation de précarité. Et il y a aussi une difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, mais en tout cas une sorte de frein côté riverain, donc des gens comme vous et moi, bah, la mission d'entourage, le fait d'aller à la rencontre des personnes en situation de rue, bah, c'est pas un truc qui est naturel. On se réveille pas, tu vois, le matin en mode je vais aller taper la discute avec Mm. une personne à la rue, etc. Et donc, vraiment, il y a une difficulté par rapport à ça, à comment est-ce qu'on arrive à répondre quelque part à un besoin qui n'est pas exprimé, mais qui est très latent, parce qu'en vrai, on est tous des animaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réveiller, tu vois, ce côté un peu fraternel qu'on a, je pense, tous. Voilà, c'était un peu ça, je pense, les différences. En vrai, il n'y a pas énormément de différences, mais celles que moi je vois, elles sont liées à ça, à ces Ouais. différences. En fait, c'est plutôt pousser un peu plus loin la réflexion aussi, je pense, de ce que j'ai compris un peu. Enfin, il faut vraiment peut-être ouais, insister sur cet aspect-là. Mais sinon, oui, c'est accessible. Tout le monde peut créer quand même une solution responsable. C'est pas fermé. Enfin, Ouais, oui. tout le monde peut, ça c'est sûr. Faut vraiment, pour le coup, comment dire, s'assurer que enfin, que ça réponde bien quelque part à un besoin côté personne en situation de rue pour Oui. notre cas, mais en tout cas bénéficiaire en général, quoi. Ok, super clair. Merci. Et du coup, bah, tu as commencé déjà un peu à expliquer ce qu'est Réseau Entourage. Donc, c'est une association à but non lucratif. Mm. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire bah, un petit peu plus bah, oui, un petit peu plus, genre, un peu la mission pour qu'on se remette bien les bases, parce que tu l'as expliqué un petit peu en Ouais, répondant à une autre question. Donc, peut-être pour que ce grave. soit encore un peu plus clair. J'aime trop parler d'entourage. Bah, C'est vas-y. mon favori. Bah, Entourage, comme tu l'as dit, c'est une asso qui a été créée en 2014. Une asso donc effectivement à but non lucratif. Et nous, notre mission, c'est quoi? C'est de créer des réseaux de soutien avec les personnes les plus exclues et grâce à la tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait le constat qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui sont isolées et pour qui, enfin, ces personnes-là vivent moins de 3 conversations par an. C'est énorme. Une conversation, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire là tous les deux. Mm. Et il y a des gens
qui n'ont pas ça à l'année et qui n'ont jamais ça. Et parmi ces personnes, c'est pas que c'est parmi ces personnes-là, mais en général, en France, il y a 300 000 personnes qui sont sans domicile fixe et, euh, et qui, pour le coup, ont évidemment besoin de se nourrir, ont besoin de se vêtir, etc. Il y a plein de structures associatives qui répondent à ce besoin-là. Mais nous, le constat qu'on en fait, c'est que ces personnes en situation de précarité, elles ont tous un parcours différent. Ce qui les emmène à la rue, c'est toujours un peu différent. C'est un parcours de migration, c'est, je sais pas, une fracture, un divorce, un moment, une absence, une fêlure dans un parcours de vie, etc. Mais ce qui les laisse à la rue, c'est un manque de réseau relationnel. Et c'est le constat qu'on en fait. Et quelque part, nous, ce qu'on essaie de faire au travers d'Entourage, c'est de recapitaliser ces personnes-là d'un réseau et de personnes sur qui elles peuvent compter. Et face à ça, bah, nous, on constate aussi le fait qu'il y a des riverains comme nous qui ont envie d'aider, souvent, ce fameux côté fraternel qui sommeille un petit peu en nous. Mais c'est bien d'avoir envie, mais souvent, on ne sait pas comment. Comment est-ce qu'on fait pour parler à une personne SDF? J'ose pas, ou c'est pas le bon moment, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Et nous, notre mission, justement, c'est de venir connecter ces personnes-là grâce à la technologie et tout en outillant les personnes pour bah, créer la rencontre. Donc, typiquement, pour le riverain, c'est comment adopter la bonne posture pour parler à une personne SDF, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc., etc. Et je précise quand même que nous, on est vraiment sur comme on l'a dit, hein, sur du lien social, sur redonner du réseau, et on n'est pas du tout sur des sujets de besoins primaires, parce qu'il y a, bah, il y a d'autres assos qui sont sur le truc, sur le coup, notamment Emmaüs, les Restos du Cœur, etc., etc. Et pour ça, nous, on a plusieurs réseaux chez Entourage. Il y a le premier bah, qui s'appelle Réseau Entourage, qui œuvre à remettre en réseau à travers le lien social, à proprement parler. Et avec ça, on a un produit qui s'appelle Entourage, l'application Entourage, pardon, qui permet à des personnes, aux utilisateurs de se mettre en lien à travers un don ou matériel ou un service. Donc, par exemple, moi, je peux proposer une paire de chaussures ou je peux en demander. Ou notamment aussi participer à des événements qui sont créés par la communauté d'entourage. Typiquement, il y a 2 jours, j'ai été à une soirée blind test qui met en relation bah, des personnes en situation de rue et des riverains comme nous, quoi. Et tout ça, c'est vraiment un prétexte à créer la rencontre. C'est vraiment ça notre objectif, créer la rencontre entre des riverains avec ou sans abri. Et ensuite, il y a le deuxième réseau, qui est le réseau Linked Out, qui est lui, donc Linked Out, le jeu de mots avec LinkedIn, quoi, qui est le réseau de ceux qui n'en ont pas, et qui lui va adresser plus des problématiques de liens, de réseau pro. Donc, quelque part, notre taf côté LinkedIn, c'est de prendre d'accompagner plutôt des personnes en situation de précarité proche de l'emploi, en les matchant avec des bénévoles riverains comme vous et moi, sur une période de 6 mois. Et du coup, le binôme va faire un CV, apprendre à postuler à des offres, apprendre à faire une lettre de motivation, etc., etc. Et là encore, il y a une plateforme qui s'appelle LinkedOut qui permet bah, de publier son CV sur la plateforme et de postuler à des offres d'entreprises que nous, on aura préalablement démarchées et qui ont, eux, une démarche de recrutement inclusif. Ok, Voilà, c'est le réseau Entourage. super. C'est super intéressant en plus d'avoir ces deux côtés-là, l'aspect un peu plus professionnel pour essayer de leur permettre de se réinsérer, on va dire, et le côté un peu plus social avec les événements Ouais. aussi les échanges quoi, pour avoir, comme tu disais, les chaussures ou les vêtements. Bah, au Donc, final, comment dire, au final, les réseaux que nous, on a au quotidien, ils sont assez. Il y en a en fait pas beaucoup. Il y a le réseau pro, donc nos collègues, etc. Il y a nos amis et il y a les groupes qu'on rencontre un peu, je sais pas, en club de sport ou en cours de chant, etc. etc. Et quelque part, bah, les programmes d'entourage visent à répondre à chacun de ces réseaux, quoi. ouais, super. Trop cool. Et juste une petite question que tu dois souvent avoir quand même, parce que donc, vous avez avec Réseau Entourage décidé de cibler les personnes sans abri,
Ouais. mais est-ce que ces personnes, elles sont pour la plupart équipées d'un smartphone pour pouvoir utiliser votre application et plus particulièrement, est-ce qu'elles ont accès aussi à Internet? Mm. C'est une question qui doit souvent être posée. Ouais, ouais, qu'on nous pose souvent. Et en fait, oui. Et en fait, oui, parce que les personnes en situation de rue et les sans domicile fixe sont équipées d'un téléphone à 94%, donc d'un téléphone smartphone ou autre. Et parmi ceux qui ont un téléphone tout court, il y en a 71% qui sont équipés d'un smartphone. Là où tu touches un bon point, c'est la connexion à Internet. Effectivement, c'est des populations qui changent assez régulièrement de numéro de téléphone et qui n'ont pas accès en permanence à de la data, même si ce qu'elles font, c'est soit elles rechargent leur carte SIM comme on le faisait nous à l'époque, soit elles vont dans des lieux où il y a du Wi-Fi, on va dire, mis à disposition, les gares, les bibliothèques, les McDo, etc. Et donc, quelque part, la réponse, c'est oui. Ces personnes, elles sont équipées, elles ont accès à Internet, mais pas de manière continue comme nous, quoi. Hmm. Ouais. Ok. Alors attends, je branche juste mon ordi. Je viens d'avoir la petite notification comme quoi j'avais plus trop de batterie. Je voulais faire ça discrètement, mais bon, j'ai fait mauvais timing. Ok, donc ouais, super intéressant. Donc oui, donc c'est vrai qu'il y a aussi tous ces espaces un peu publics où tu peux essayer d'avoir le Wi-Fi. Mais est-ce que du coup, vous pensez aussi à faire une version hors ligne? Ouais, carrément. En fait, dans nos réflexions côté produit, il y a vraiment une problématique qui est liée à l'accessibilité des personnes en situation de précarité, et notamment ceux qui sont à la rue, de comment est-ce qu'on pourrait les adresser beaucoup mieux. Donc, il y a notamment déjà le fait de traduire l'application. Aujourd'hui, elle n'est qu'en français et on sait que dans la communauté au global d'entourage, il y en a 40% qui ne parlent pas le français. Et donc, déjà, traduire l'application en anglais. Et ensuite, effectivement, mettre en place une base de données interne qui permet un usage hors ligne de l'application Se Loger. Pardon, pourquoi je dis Se Loger de l'application Entourage. Euh, pour au moins des trucs hyper importants, parce que justement, sur l'application, on met à disposition une carte des lieux solidaires qui permet à une personne à la rue de localiser autour d'elle l'accueil de jour le plus proche, les bains-douches les plus proches, la bagagerie la plus proche, etc., etc. Donc, oui, oui, c'est une problématique qu'on a bien en tête et qui a beaucoup d'importance pour nous. Ok, super. Et donc maintenant, on va passer à la partie un peu sur le processus de création de cette solution digitale. Mm. Donc, tout d'abord, comment vous est venue l'idée? Et puis après, est-ce que tu pourras nous donner les étapes du projet aussi? Mm. Bah, en fait, il faut remonter vraiment assez loin. Il faut remonter à la genèse un peu de l'association, c'est-à-dire 2014. Euh, et moi, j'étais à peine encore conscient des problématiques d'entourage. Mais Entourage, en fait, a été fondé par Jean-Marc Potvin, qui est un entrepreneur tech qui a bossé pas mal de temps chez Viadeo, je fais dans le désordre chez Quelcou, chez Yahoo, etc. Donc, vraiment issu du sérail tech digital où il a été CEO, VP, etc. Et en fait, lui, son histoire, c'est que en allant au boulot, il croisait au quotidien une fameuse personne sans domicile fixe qui s'appelait Darius, avec qui, au fil du temps, il a noué des liens comme ça de presque d'amitié, où il s'arrêtait avant d'aller au boulot pour lui taper la discussion, le soir en repartant pour lui retaper la discussion, etc. En fait, il y a un jour où il s'est rendu compte que Darius, il s'était fait agresser dans la nuit et il lui manquait des dents, et voilà, vraiment la bouche en sang, quoi. Et il était complètement désemparé, Darius. Et du coup, le réflexe de Jean-Marc, c'était de mobiliser son réseau. Euh, Déjà de savoir qui est-ce qui parle très bien hongrois, parce que Darius était hongrois, et ensuite qui est-ce qui connaît un dentiste qui pourrait le prendre en urgence, etc., etc. Et grâce à son réseau, il a pu venir en aide à Darius. Et c'est là où, quelque part, Jean-Marc, enfin, ouais, c'est ça, il a pris conscience de l'importance du réseau relationnel
notamment pour ces personnes en situation de rue. Et tout de suite après, et très rapidement après, bah, il s'est mis en tête de créer une solution digitale en faveur de ces personnes-là. Et très vite, il a monté avec ses potes des hackathons pour justement brainstormer sur la bonne solution à avoir. Et je réponds du coup directement à ta deuxième question, qui est que il a mobilisé encore une fois son réseau parce que sur la partie, en fait, lui, c'est pas un développeur, donc sur la partie développement de l'app, il a fait appel à Octo Technologies qui nous accompagne encore aujourd'hui pour monter la solution. Euh, Avant de monter la solution, évidemment, il connaissait des personnes qui bossaient en bagagerie et dans laquelle il a pu aller interroger, tester, faire tout le travail de discovery auprès de personnes qui sont à la rue, quoi. Et encore une fois, grâce à son réseau, il a mobilisé TBWA pour faire toute la plateforme de marque, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la première version de l'application Entourage, elle était à destination des associations. C'était vraiment un truc un peu B2B de moi, Entourage, je vous file à vous asso une solution qui va vous permettre de rentrer en lien avec les personnes en situation de rue en vous proposant une fonctionnalité de suivi de maraude. Donc, juste parenthèse, les maraudes, c'est un parcours qu'une asso fait souvent en soirée, par exemple de Châtelet à République, et qui va faire de la distribution alimentaire et aussi créer un peu de lien social avec les personnes qui sont en situation de rue qu'elles peuvent croiser. Et la fonctionnalité de l'application permettait de quelque part géolocaliser le parcours fait par les assos et de faire un compte rendu à la fin et de prendre des notes de qui avait besoin de quoi pour justement qu'elles se repassent le mot ou alors qu'elles mobilisent dans leur communauté à eux des riverains qui auraient la paire de chaussures qui va bien, etc., etc. Et en fait, cette fonctionnalité, elle a été assez mal reçues, on va dire comme ça, par les assos. D'une part, parce qu'elles étaient hyper méfiantes sur ouais, c'est qui ce Jean-Marc qui vient de la tech, qui connaît rien au social, etc., et qui veut nous expliquer comment faire notre taf, d'une part. Et d'autre part, l'organisation en tant que telle des assos faisait que, au niveau des bénévoles, faisait que, en vrai, le smartphone et l'appli, c'est pas un truc dont ils avaient. En tout cas, ils ne l'utilisaient pas. Ils n'utilisaient pas du tout la fonctionnalité. Et c'est pour ça qu'il y a eu un pivot en 2016, donc 2 ans après le début de la création de l'asso, vers une application orientée plus B2C et qui ressemble un peu plus à celle qu'on connaît aujourd'hui de me sensibiliser, participer à des événements, faire un don, rentrer en lien avec les personnes en précarité et l'importance du lien social qu'il y a derrière, quoi. Je sais plus si je me suis un peu perdu là dans mes explications. Je sais plus si je répondais bien à la question. Si, tu nous as décrit un peu les étapes du processus et aussi comment l'idée est venue. Et donc, c'est super intéressant parce qu'on peut voir l'importance et la force du réseau, en fait. Parce Ouais. que là, tout s'est fait grâce, enfin, on va dire grâce à lui, bien sûr, mais aussi à son réseau qui ont été là pour le soutenir, en fait. Et du coup, on voit que c'est très important d'avoir un réseau et de pouvoir le solliciter surtout. Et Ouais. que ça mène à des projets aussi beaux. Et d'ailleurs, en fait, il y a aussi un truc qui est important, c'est que là, je t'ai fait 2014-2016, mais de 2016 à maintenant, l'asso, elle s'est quand même pas mal structurée, donc d'un point de vue nombre de salariés, bénévoles, etc. Et plus précisément, ce qui nous intéresse là, d'un point de vue tech et produit, l'équipe, en fait, elle s'est aussi montée sur la dernière année de la même manière, du coup, que nos méthodos, nos méthodes, ou en tout cas les développements sur l'application. Et donc, notamment, tu vois, on a lancé, là, il n'y a pas longtemps, une nouvelle version de l'application. On l'a lancé d'ailleurs lundi dernier du réseau, nouvelle version, pardon, de l'application Entourage. Et ça, en fait, c'est le fruit d'un travail un peu plus carré de structuration de la discovery et de la delivery comme, tu vois, aller à la rencontre des personnes en situation de précarité, là où elles sont, dans les accueils de jour, d'aller valider des hypothèses en maraude,
pendant nos événements à nous, d'aller en antenne, enfin, là où enfin, on a plusieurs antennes chez Entourage, d'aller en antenne à la rencontre des bénéficiaires, etc., avec une UX qui derrière nous fait un truc canon. Donc voilà. Il y a aussi une notion quelque part où on se professionnalise, où l'asso se professionnalise aussi au fur et à mesure des années, quoi. Super. Et justement, bah, pour parler de ça, parce que tu me dis donc l'équipe s'agrandit, Mm. mais comment bah, une association à but non lucratif fait pour se financer, enfin pour financer les recrutements et développer ses solutions? Mm. C'est une hyper bonne question. C'est une hyper bonne question parce que du coup, ça veut dire qu'on vit de dons, en réalité, pour faire simple. Et ces dons-là, ils viennent de plusieurs sources. Déjà, c'est les dons de particuliers, comme toi et moi. C'est aussi des partenariats mécènes avec qui on noue des liens. Donc, notamment, enfin, pour en citer quelques-uns, la fondation de la Française des Jeux, la Fondation Monoprix, il y a Se Loger aussi qui nous finance, donc vraiment des mécènes, quoi, des fondations d'entreprise. Et ensuite, il y a le public qui nous finance, donc la ville de Paris, la région Île-de-France, etc., qui nous soutiennent tous dans notre mission et dans le développement du coup de nos activités et de nos produits. Ok, bah, super. Super intéressant parce que c'est vrai que parfois ça peut poser bah, la question de comment tout ça marche en Oui. étant en statut associatif. Et pour faire un peu écho à cette question, mais pas sur l'aspect financier, plutôt sur l'aspect KPI et performance, comment vous faites pour allier bah, du coup la performance du produit, donc l'utilisation par un plus grand nombre, la data, les fonctionnalités, etc., avec la responsabilité, quel est votre KPI principal, comment vous le suivez, puisque du coup bah, c'est différent, puisque c'est aussi bah, une association, c'est à but social. Mm. Et ben, moi, ce que je trouve vraiment cool, et c'est un peu pourquoi j'ai rejoint une asso, c'est que la, la, la North Star métrique, c'est pas forcément du chiffre d'affaires, c'est pas du revenu, c'est l'impact social qu'on a. Et ça, c'est ce qu'on regarde principalement, c'est ce qui nous drive et c'est ce qui nous pilote au quotidien. C'est principalement deux métriques. Un, euh, est-ce que les personnes qu'on accompagne se sentent entourées? Et est-ce que les riverains ont vécu des rencontres transformantes? Parce que en réalité, la mission d'entourage, elle n'est pas qu'à destination des personnes en précarité. C'est vraiment un truc un peu bilatéral de moi, en tant que personne en précaire, je me sens entouré, c'est trop cool, j'ai un réseau sur lequel je peux compter, j'ai une personne que je peux contacter si j'ai besoin d'aide, etc. Mais aussi le moi en tant que riverain, eh ben, potentiellement, grâce à Entourage, j'ai une vision plus fraternelle de la société, j'ai un regard enfin, plus bienveillant auprès de personnes en situation de précarité, etc. Et c'est ça l'impact social qu'on se donne. Et en fait, toutes nos actions, elles n'ont de sens que si elles répondent à ces deux objectifs principaux. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les deux principaux. Et pour revenir plus particulièrement au produit, quelque part, nous, on s'en fout un petit peu si l'utilisateur il ouvre l'application une fois et qu'il a bien et qu'il revient plus, à condition qu'il a bien compris qu'il a bien déconstruit ses préjugés, qu'il a bien compris l'importance du lien social, etc., etc., quelque part qu'il a été sensibilisé à la mission d'entourage et que même sans utiliser l'application, le lendemain ou les jours d'après, bah, il va aller discuter, créer du lien avec des personnes isolées, etc. Tu vois, quelque part, nous, notre mission, elle est accomplie si ça se produit. A contrario, une personne qui utilise l'application au quotidien uniquement je sais pas moi, si à l'occasion d'un échange de chaussures, il voit une personne, mais que en fait, il n'y a pas de lien qui se crée en particulier, bah nous, tu vois, les KPIs d'usage, ils sont au max. Mais s'il n'y a pas eu de rencontre transformante ou s'il n'y a pas eu et si la personne s'est entourée, bah, en vrai, là, ça nous sert à rien. Donc, quelque part, évidemment, on avait envie que les personnes viennent, utilisent l'application parce que c'est aussi une occasion pour elles de prendre connaissance des événements qui ont lieu, de rencontrer du monde, de rentrer en contact avec des gens. Il faut vraiment que ça serve les deux métriques principales
de l'asso. Et nous, en réalité, excusez-moi, je vais juste couper mes notifs. Ça marche. Pardon. Et quelque part, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et on travaille vraiment par rapport à l'impact en partenariat ou même en binôme avec les équipes du terrain qui vont, elles, animer la communauté localement, créer des événements, parler avec les assos, vraiment créer cette notion de communauté. Notre, notre taf, quelque part à nous, c'est d'activer des utilisateurs et de faire en sorte qu'ils aillent à la rencontre des équipes terrain sur les terrains, à l'occasion des événements, etc., quoi. Donc voilà, quelque part, c'est hyper important les KPIs d'usage, mais c'est pas aussi important que notre impact social à la fin. D'accord. Mais justement, donc tu nous as un peu cité tes deux North Star, Ouais. mais comment tu fais un peu pour les suivre, du coup, pour les suivre, tout simplement? C'est super chaud. C'est super chaud. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des métriques qui sont quali. Et Ouais, on peut pas constater ça sur Google Analytics ou sur Firebase ou n'importe quoi. Parce qu'il faut aller interroger nos utilisateurs pour le savoir. Et donc aujourd'hui, la manière dont on le fait, c'est on prend tous nos utilisateurs qui sont engagés dans le réseau, Entourage ou LinkedIn d'ailleurs, c'est-à-dire des personnes qui ont répondu à une demande ou qui ont publié un don ou qui ont participé à un événement, etc., etc. Donc vraiment le côté des personnes qu'on a réussi à activer quelque part. Et on va une fois par an mener une mesure d'impact, donc très quali avec un cabinet spécialisé, etc., pour aller interroger ces personnes-là et leur poser la question de est-ce que tu as été entouré durablement? Est-ce que tu penses avoir été entouré durablement, avoir quelqu'un sur qui compter grâce à Entourage? Est-ce que grâce à Entourage, tu penses avoir vécu une rencontre transformante? OK? ok. Et donc ça nous donne quelque part un taux, je ne sais même pas comment on l'appelle, mais un taux d'impact, on pourrait dire ça, qu'on applique aux personnes qui ont été engagées. Et donc ça nous donne une idée de notre impact social. Ça, c'est aujourd'hui la manière dont on fait, mais ça rencontre pour le produit à minima un problème qui est de se dire que si moi je lance une feature, on va avoir du mal tout de suite à savoir, enfin maintenant, en l'état actuel des choses, on va avoir du mal à savoir ça va être quoi l'impact de cette feature sur les rencontres transformantes ou sur les personnes entourées durablement, parce que c'est un truc qu'on mesure une fois par an. Donc le côté, tu vois, genre agile, JTR, machin, feedback, etc., on l'a pas encore tout à fait, mais on va essayer d'ores et déjà de, tu vois, envoyer sur l'application, par exemple, une personne qui participe à un événement, lui envoyer un mail ou lui montrer une petite pop pour lui demander s'il a bien été, qu'est-ce qu'il en a pensé, est-ce qu'il a rencontré du monde, etc., etc. Et comme ça, tu vois, on va commencer à mesurer un peu plus finement notre impact au fur et à mesure, quoi. Ok, super intéressant. Et justement, on a aussi une question de Pauline Mm. qui nous dit quels sont les KPIs qui démontrent que le produit est responsable ou non. Et c'est un peu ce que, enfin, je trouve que c'est un peu ce que aussi tu venais de nous dire à l'instant. Mais si tu as envie d'étoffer un peu, peu Ouais. la réponse Bah, ça dépend un peu ce qu'on entend par responsable. responsable, c'est ça. Pour nous, en tout cas, si ça répond, enfin, à mon sens, si ça répond à ces deux métriques, c'est bien. Et en vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un autre objectif strat qu'on a qui est moins quantifiable d'un point de vue chiffre, mais qui est d'être une social tech qui est responsable. C'est vraiment, est-ce que c'est affiché là? En tout cas, c'est affiché un peu partout dans nos salles d'être une social tech responsable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà le côté un peu eat your own dog food, recruter. Typiquement, on a recruté deux candidats linked out dans nos équipes à nous. Et aussi, comme on le disait un peu en préambule, on fait vraiment attention quand on fait des ateliers d'idéation, etc., à bien prendre en compte le fait de ne pas rajouter de la charge cognitive ou vraiment de faire des trucs trop dark, de refaire venir des utilisateurs pour les harceler, enfin les harceler pour les faire venir. C'est vraiment pas notre but, donc on y pense vraiment à trois fois quand on pousse une notif. Voilà, il y a aussi ça qu'on essaye de couvrir, quoi.
Ok. Mais je ne sais pas si Pauline, ça a répondu un peu à ta question ou si on l'a mal comprise. Et sinon, on avait aussi Anne-Sophie qui nous demandait si certains membres de l'équipe travaillent à mi-temps ou comme bénévoles. S'il y a des membres de l'équipe qui travaillent à mi-temps ou comme bénévoles, oui. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que c'est équipe produit ou au global de l'assaut? Mais je peux répondre pour les deux. Ouais, parce qu'elle n'a pas précisé. Donc, allons répondre pour les deux. Sur l'équipe produit, actuellement, on n'a pas de personnes qui travaillent à mi-temps, quoique j'avais quand même Marion qui est la PM sur Entourage, qui travaillait, qui était à 90%, mais qui est passé à temps plein. Mais en tout cas, on a des bénévoles, ça c'est sûr. Et on est toujours ouvert à des coups de main de personnes qui veulent aider et contribuer à l'impact qu'on veut se donner, quoi. Ok. Bah, Anne-Sophie, dis-nous si ça a répondu à ta question. Euh, Et on a une question de Héloïse qui nous dit que de son côté, elle se demandait si quand tu parles de Autotechnologie, qui a développé l'application Entourage, est-ce que Mm. c'était en no-code ou est-ce que c'était en Non, code, non, en low-code? non, non, c'est full code. Full code. Ok. Parce que non, mais en vrai, parce que c'était en 2014 et Ouais, il n'y avait pas encore ouais, il y toutes avait ces pas. questions Je de pense que no-code. même pas si on parlait de no code, déjà à Ouais. là. C'était Mais encore un même, peu trop tôt. ouais, c'est ça. Mais même aujourd'hui, sur du natif full sur l'app. Mais quand même, en interne, on essaye d'avoir des petites solutions comme ça, Airtable. Qu'est-ce qu'on a, on a testé un chatbot qu'on va intégrer en no-code, etc. pour nos utilisateurs. On essaye, on y vient petit à petit, mais c'est pas encore notre fort pour le moment. Ok. Et juste pour revenir un peu bah, sur les actions mises en place, quelles sont donc vos actions pour inciter les riverains ou les personnes sans abri à utiliser votre application? Mm. Ouais, ça c'est une hyper bonne question parce que on fait face à à un frein. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que qu'en réalité, nos utilisateurs, au moins riverains, ils viennent pas comme ça Ouais. en se réveillant le matin, quoi. Donc, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire, de déconstruire les préjugés, d'expliquer pourquoi c'est important, de faire découvrir aussi le monde de la rue, etc., à nos utilisateurs. Et déjà, il y a ce gros travail-là qui est fait par les équipes terrain via des ateliers de sensibilisation en ligne, via un mini-site qu'on a créé il y a pas mal de temps qui s'appelle Simple comme Bonjour, qui permet vraiment de. En fait, c'est des vidéos qui permettent de déconstruire tout ça. Pardon. Mais en fait, en réalité, quand je suis arrivé, on faisait face à un deuxième problème qui est que, et je parle que du réseau entourage, qui est que l'application, telle qu'on la connaissait à l'époque, ben, à l'époque, c'était avant il y a 2 jours, quoi. Mais on n'avait pas une rétention de fou auprès de nos utilisateurs. C'est-à-dire que en menant cette fameuse étude d'impact, on s'est rendu compte que les utilisateurs, en arrivant sur l'application, eh ben, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient un peu paumés, quoi. Et par quoi commencer? Et vraiment, en fait, c'est super compliqué, hein. On veut aider, mais par quoi commencer? Et c'est pas une question à laquelle on répondait, nous, sur l'app. Et du coup, la rétention, elle en pâtissait un petit peu, malheureusement. Et le deuxième point, c'est que on avait des utilisateurs, et on a toujours d'ailleurs des utilisateurs, qui à 40% ne sont pas dans des zones couvertes par entourage, c'est-à-dire où il n'y a pas un salarié localement qui va animer la communauté, créer des événements, etc. Du coup, un mec à Clermont, par exemple, s'il ouvre l'app, il ne va pas voir X milliards d'événements ou de demandes, etc. Et du coup, en réalité, si vous voulez, on peut en reparler plus en détail, mais on a passé vraiment une grande partie de l'année dernière à retravailler l'application de sorte à répondre à ces problèmes-là. Du coup, quelque part, de consolider un peu le socle de l'application. Et maintenant, nous, notre enjeu sur cette année-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à les faire venir, les mecs, et comment est-ce qu'on fait pour que ils participent à des événements, comment est-ce qu'on fait pour que ils soient animés, ils soient engagés, etc. Et du coup, je ne réponds pas encore à ta question, mais du coup, sur cette année-là, de ce qu'on a prévu, d'une part, d'un point de vue marketing, c'est le recrutement d'un d'un traffic manager, d'un digital marketer. Donc,
Si vous en connaissez, si vous-même vous en êtes un, l'offre elle est sur Welcome, n'hésitez pas à nous Il contacter. recrute. On recrute. On a mis en place un CRM Salesforce pour connaître beaucoup plus précisément, et ça aussi c'est un gros chantier de l'année dernière, pour connaître plus précisément nos utilisateurs, les points de contact qu'on a avec eux, de sorte à leur pousser, tu vois, le bon message au bon moment, etc. Sans les harceler, non, évidemment. Et sur l'application en tant que telle, ben, on réfléchit énormément là, en ce début d'année, à comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des boucles de viralité, comment est-ce qu'on arrive à bien activer, bien notifier nos utilisateurs sur ce qui passe, sur ce qui se passe autour d'eux et qui est en lien avec eux, ce qu'ils recherchent. Il y a tout ça. Et enfin, pour les personnes en précarité, donc ça c'était plus pour les... Non, quoique c'était pour tous les utilisateurs, mais focus sur les riverains, sur les personnes en précarité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le fait de traduire l'app, comment dire, d'avoir le mode hors zone, de aussi leur envoyer des SMS quand ils n'ont pas de connexion Internet, pour justement bah, toucher un peu plus de personnes en situation de précarité et de sorte à ce qu'elles puissent l'utiliser aussi, comme tout le monde, l'application Entourage au quotidien, quoi. Ok, super. Et on avait une question de Romain. Ouais. C'est plus du tout avec les KPI, mais il demandait s'il y avait des product designers chez Entourage et si oui, comment ils travaillaient, notamment sur la research. Ouais. On a une product designeuse, c'est Alice, qui est arrivée en fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui est arrivée en août dernier. Et je me permets une petite parenthèse avant de répondre plus précisément, parce que je trouve ça intéressant, c'est que avant ça, il n'y avait pas du tout de designer in-house. On faisait appel à des freelances par-ci par-là. Et du coup, c'est pour ça que ça m'y fait penser, c'est que tout ce travail-là de discovery, bah, ou de research, bah, il existait pas vraiment. En tout cas, il n'était pas l'idée par un product designer parce que on était plus dans un mode client, bah, client où tu files un brief et ils te pondent des maquettes et tu les intègres, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu recruter chez nous. Et du coup, Alice, elle, son métier, la manière dont elle fait sa research, elle est assez classique au final, mais c'est intéressant parce que ça touche des publics qui sont différents de ce qu'on peut connaître au quotidien. Donc ce qu'elle fait, c'est bah, aller sur le terrain, déjà en antenne, ou même à Paris, en vrai, dans les différentes antennes d'entourage pour participer à des événements. Donc, je fais encore référence parce que c'est le truc le plus récent, la fameuse soirée blind test d'il y a 2 jours, où en réalité, c'est aussi des occasions pour nous bah, de discuter, d'interroger ou de faire tester des utilisateurs. Il y a le fait je vous en ai pas parlé, mais Entourage fait des permanences dans les accueils de jour. Euh, les accueils de jour, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est des endroits où les personnes en situation de rue notamment se rendent le matin pour prendre le petit-déj, le café, faire une lessive, prendre une douche avant bah, de retourner un peu errer au fil de la journée dans la rue, quoi. Et Entourage, il va pour bah, faire parler d'entourage, faire venir les personnes en précarité dans la communauté. Et donc, Alice, elle se rend à ces occasions-là pour justement aussi faire son travail de research. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, on fait venir les gens de la communauté bah, chez nous, dans nos bureaux, pour, euh, pour les faire participer à des ateliers d'idéation. Donc, pour prendre un exemple de la version de l'app, là, on a ajouté une notion de groupe utilisateur autour de thèmes, autour de juste de la localisation. Et pour ça, bah, on a fait venir des mecs de la communauté pour les interroger sur leur appétence, sur c'est quoi la notion qu'ils ont juste d'un groupe. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que, étant donné qu'ils ont une absence de réseau relationnel, qu'est-ce qui résonne en eux quand on leur parle de groupe, etc. Bref, c'est vraiment des choses comme ça qu'on essaie d'aller creuser. Et enfin, il y a un truc qui est hyper important chez Entourage, c'est qu'on a ce qu'on appelle un comité de la rue. Donc c'est je sais pas je sais pas s'ils aiment ou pas qu'on parle, que je dise ça, mais en tout cas c'est un organe décisionnaire de l'asso qui est composé d'une quinzaine
de personnes qui ont vécu à la rue ou qui le sont encore, et qui est quelque part un peu notre boussole éthique quelque part, il valide un peu ce qu'on prépare, quoi. C'est un peu les garants de ce qu'on propose. Est-ce que ça correspond, un, aux personnes qui sont à la rue, et deux, à la mission d'entourage. Je donne un exemple. Euh, la der- euh, Ça nous est arrivé, tu vois, de leur soumettre le fait de permettre à des personnes à la rue d'accepter via leur smartphone des dons dématérialisés, parce on n'a plus de pièces, en fait, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, on n'a plus de pièces. Et du coup, tu vois, c'est toute idée à destination des personnes en situation de rue doit leur être proposée. Et du coup, ils nous ont dit non, parce que c'était pas en lien avec la mission d'entourage, parce que la mission d'entourage, c'est de créer du lien. C'est pas le côté je donne et je reçois, qui est très verticalisé. On est plus sur des relations horizontales, d'égal à égal. Donc voilà. Donc il y a vraiment toutes ces instances-là, tous ces moments-là où on fait du travail de recherche. Et quelque part, il se fait aussi avec les équipes terrain, parce que eux, ils ont les deux pieds au contact des bénéficiaires et ils contribuent grandement à nos réflexions. Bah, c'est nos stakeholders, quoi, quelque part. Donc, voilà. Ok, bah, super intéressant. Et je pense bah, que du coup, tu as bien répondu à la question de Romain. Dis-le nous quand même dans les commentaires, Ouais. Romain. Et je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes. Le temps file. Ouais. Mais j'avais une question qui me semblait assez intéressante pour rester un peu sur les étapes de processus. C'est quelles sont un peu les limites quand on fait une solution responsable? Parce que est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences avec Réseau Entourage? Comment vous faites pour vous assurer un peu aussi de la sécurité des utilisateurs des deux côtés? Et voilà. Ouais. Bah, les limites, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est attention à ne pas, en tout cas en tant que produit tech, ne pas déborder ou ne pas faire des choses qui sont à côté de la Mm. mission d'entourage et qui au final, faut vraiment qu'on s'assure, tu vois, faut qu'on s'assure que tes produits d'être très en lien et en ligne avec nos bénéficiaires et que les besoins sont vraiment pris en compte. Et c'est important parce que derrière, ça peut avoir des impacts soit négatifs, soit juste. Enfin, en atelier de sensible, on aime bien répéter le fait que faut jamais faire de fausses promesses à des personnes en situation de rue parce Ouais. que, tu vois, typiquement, si tu dis je reviens demain et que tu reviens pas, bah elle y compte vraiment, quoi, que tu reviennes. Et donc, quelque part, nous, la limite qu'on se fixe, c'est que faut vraiment qu'on soit en plein dans la mission d'entourage à chaque fois et surtout toutes nos actions au quotidien. Et pour répondre plus précisément ouais, à ta question, et effectivement, étant donné que nous, on est quelque part une sorte de réseau social, vraiment social, c'est un peu ce qu'on aime dire, il y a des cas à gérer de modération. Donc, déjà, il y a sur la partie sécurité, nous, on communique jamais la géologue des personnes en situation de rue. Ça peut être Ok. assez dangereux pour eux. Et en Mm. vrai, on communique aucune donnée de géologue. On communique pas le nom de famille et quoi? Et on a une charte éthique de comment est-ce qu'il faut rentrer en contact avec les personnes en situation de rue, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on ne peut pas proposer, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire sur l'application qui doit être acceptée à chaque fois qu'on poste, pas qu'on poste un message, mais qu'on poste une action, genre une entraide, un don, un service ou qu'on crée un événement. Il faut vraiment qu'on accepte cette charte qui est importante pour nous. Et ensuite, bah, on a une équipe de modération en interne qui va venir modérer, comme le nom l'indique. Enfin, pas tous les messages, mais les messages qui ont été signalés par les utilisateurs, qui vont venir checker les photos qui sont partagées, les événements qui sont créés, les groupes qui sont créés, etc. Et aussi, évidemment, on laisse la main à nos utilisateurs pour soit bloquer un autre utilisateur ou soit signaler un message ou un utilisateur. Ok, super intéressant. Et là, on va commencer à attaquer la partie conseil un peu. Et donc, j'aimerais bien savoir un peu les bonnes questions selon toi à se poser pour créer sa solution digitale responsable. Et du coup, quels sont les conseils aussi que tu peux donner aux participants ou à tous ceux qui auraient envie de se lancer dedans?
Ben, déjà de foncer, moi je trouve. Vraiment ne pas hésiter parce je pense que, et c'est cool parce qu'on est vraiment dans un mouvement où on voit se multiplier énormément d'initiatives responsables, que ce soit sur des sujets environnementaux ou sociétaux, mais en fait, on n'a jamais assez de bras, donc vraiment, il faut y aller. Et sinon, vraiment, je pense, ouais, et en fait, on l'a déjà dit, hein, s'assurer à fond que la solution, elle est en lien avec le besoin des bénéficiaires, et faire avec eux, parce que c'est eux qui savent le mieux, et aussi faire avec l'écosystème déjà existant, je pense. Ne pas hésiter à aller discuter avec les acteurs du milieu, ne pas hésiter à leur demander des mises en relation, des conseils, etc. Nous, au quotidien, c'est des trucs qu'on fait beaucoup, d'aller parler avec d'autres assos comme Emmaüs Connect ou La Cloche ou Article 1, etc. Parce qu'il y a vraiment des synergies à créer, mais surtout à ne pas faire, comment dire, sans connaissance de cause quelque part. Vraiment, il y a des experts qui existent. Faut les solliciter et ne pas hésiter à faire avec eux, quoi. Ok, super. Eh bien, je ne sais pas si dans le chat, vous avez encore des questions à poser à Alexandre, parce que c'est le moment ou jamais. Après, je pense que tu restes assez disponible si jamais il souhaite te contacter sur LinkedIn ou autre pour en savoir plus sur Réseau Entourage Avec plaisir. et votre mission. Et donc, j'aimerais bien aussi que vous nous disiez dans le chat que vous mettiez une note de 1 à 5 sur ce que vous a apporté le Maestrix d'aujourd'hui. Donc 5, c'est que vous avez appris vraiment pas mal de choses et que vous repartez avec un peu toutes les bases et que vous avez aussi découvert Réseau Entourage, que vous avez bien compris leur mission et leur impact. Et 1, c'est que malheureusement, ça ne vous a pas appris grand-chose. Ah, on a Cynthia qui nous met 5 et qui nous dit que c'était super intéressant et qu'elle te remercie pour ce webinaire et que bravo à Entourage pour cette très belle mission. Et après, je vois des 5, belles découvertes de Pierre. Tant mieux. Je vous ai mis aussi le site de d'Entourage dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et même à télécharger l'application, pourquoi pas. Peut-être que tu auras de nouveaux utilisateurs. L'application. Télécharger l'application. Non, en fait, ça me fait penser à un truc. Tu as mis le lien du site et ça me fait penser à une question que tu as posée tout à l'heure sur l'acquisition ou Ouais, l'activation des utilisateurs. En vrai, on a aussi un enjeu de refaire le site parce que il n'est vraiment pas du tout à l'image. Déjà, on veut que ouais. les gens se sensibilisent à travers le site et que ça donne envie aux visiteurs de passer à l'action et donc qu'ils téléchargent l'app. Et aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Mm. Et ça représente, et on trouve que c'est vraiment pas encore à l'image de la social tech qu'on est vraiment dans les Ouais. coulisses. Donc voilà, il y a un enjeu aussi de ce côté-là. N'hésitez pas à donner vos retours sur le site. Comme ça, c'est 2 en 1. Mais super. Merci beaucoup pour ce partage, Alexandre. Je vois qu'on a principalement que des 5. On a un 4 de Sandrine. Si jamais tu veux nous dire ce qui t'a empêché de mettre un 5, peut-être une note sur laquelle il faudrait améliorer, une question qu'on n'a pas abordée, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et donc nous, on se retrouve pour les Maestrix le mardi prochain sur un tout autre sujet qui est RGPD X no code amour ou haine. Donc pour aborder un peu tout ce qui est confidentialité des données personnelles, est-ce que c'est compatible avec le no code, tout autre sujet. Mais pour changer du 5. D'accord, très bien. Mais elle dit merci pour la belle mission d'entourage. Donc, c'est quand même très chouette. Et Merci à vous. donc, merci beaucoup, Alexandre. C'était très Ouais, intéressant d'en savoir plus sur Réseau Entourage et sur un peu tout le processus qui a été pensé pour en venir jusqu'ici. merci beaucoup de m'avoir invité et écouté Merci à... surtout. Oui, en même temps, c'était très intéressant. Comment ne pas, comment ne pas t'écouter? Et à très vite. Merci beaucoup.